Salut à toi, pensée du jour numéro 201. On a passé un cap. Merci à toi d'être de la partie. On parle de zone d'entraînement aujourd'hui, toujours sur le thème de la formation que je suis en train d'écrire. J'ai d'ailleurs terminé la leçon 12 cet après-midi, qui était la dernière leçon de conséquence. Il y a la conclusion qui reste à composer. Mais en gros, maintenant, je me tourne vers l'animation des présentations. Ou pour ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube, ça sera dans la même veine que ce que j'ai pu faire pour la présentation sur les filières énergétiques il y a de ça près d'un an et demi. Bon, ça vieillit. Ça vieillit bien. Donc oui, ce sera dans le même cadre. Donc j'essaie de faire des choses qui sont visuelles, qui sont animées, pas juste du texte sur des slides, parce que les textes sur des slides c'est cool, mais des animations c'est mieux. Donc je suis en train de bosser sur les animations à partir de maintenant pour les 12 leçons que compose ce cours en ligne sur comprendre les seuils et les zones d'entraînement. Et aujourd'hui, le dernier chapitre, la dernière leçon, c'était zone d'entraînement, comprendre les zones d'entraînement. Et donc là, le sujet que je vais aborder dans cette pensée du jour, c'est combien de zones utiliser. Est-ce qu'on devrait utiliser 3 zones? Est-ce qu'on devrait utiliser 5 zones, 6 zones, 7 zones? Et pourquoi? Ça, c'est toujours la question la plus importante et la plus intéressante en tout cas pour moi. C'est pourquoi on choisirait l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Donc, je pense qu'il faut simplement comprendre sur quoi sont basées les zones d'entraînement pour commencer. Les zones d'entraînement sont des plages d'intensité qui nous permettent de mieux organiser nos entraînements, de prescrire des entraînements pour induire ou éliciter des adaptations spécifiques de manière très très simple. Donc, si on organise bien nos zones, ça c'est un des gros sujets à aborder bien sûr dans la formation, si on organise bien nos zones, eh ben, on sait que normalement, si tout se passe bien, si c'est un bon jour, eh ben, en travaillant dans la zone, disons dans la zone 2, on va développer notre capillarisation, développement vasculaire de base, capillarisation des fibres de type 1 principalement, notre capacité à oxyder des graisses, amélioration au niveau certainement du volume d'éjection systolique également. On a une dominante parasympathique qui va se développer aussi, alors que si on s'entraîne en zone 5, et ben là on va plus être sur un développement de VO2 max notamment, de capacité glycolytique, un petit peu de stockage de glycogène, même si ça se passe un petit peu plus bas en général. Fonction mitochondriale, on commence à se diriger là-dedans, dans ces plus hautes intensités. Enfin bref, si on choisit bien et on organise bien ces zones, eh ben, on aura certaines adaptations qui découleront des entraînements, et donc il nous faut des zones pour bien planifier ou en tout cas des plages d'intensité. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement des zones, mais il faut que ce soit organisé pour éliciter les adaptations qu'on recherche. Donc combien de zones utiliser et pourquoi? C'est la question. Après cette petite base d'information, eh ben, ça dépend comment tu travailles. C'est vraiment, ça se tient à peu près vraiment à ça. En sachant que quand les gens parlent d'un modèle à 3 zones, à mon avis, c'est pas le bon terme. À mon avis, 3 zones, ça peut induire en erreur, et on devrait parler de 3 domaines d'intensité et non pas de zones. Pourquoi? Parce que si on parle d'un modèle polarisé à 3 zones, eh ben, en fait, les zones sont basées sur les seuils qui forment les frontières entre les domaines d'intensité. Donc, seuil, domaine d'intensité, c'est un peu le yin et le yang. Euh, il y a les domaines, et entre les domaines, il y a les seuils, et entre les seuils, il y a les domaines. Donc, si on parle de simplement des plages d'intensité qui se trouvent entre les seuils, eh ben, et c'est peut-être de la sémantique, mais à mon avis, la sémantique, c'est important, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, et il faut qu'on ait tous le même vocabulaire. Et vu qu'on a déjà des modèles à 3, à 5, 6 et 7 zones, pourquoi rajouter encore une complexité avec 3 zones? Non, c'est pas 3 zones, c'est 3 domaines d'intensité. 3 domaines d'intensité qui, chacun, élicite des réactions ou des réponses physiologiques différentes, et donc des adaptations différentes.
Donc, pour ceux qui, on va dire, se focalisent uniquement sur ou qui préfèrent simplifier ou qui juste préfèrent utiliser trois domaines d'intensité, modéré, élevé, sévère, ou un, 2, 3, mais en général, ça s'appelle le domaine d'intensité modéré, élevé et sévère. En tout cas, dans la recherche en anglais, c'est moderate intensity domain, or moderate exercise intensity domain, heavy exercise intensity domain. Le élevé, je l'ai piqué à Matt Lambert. Voilà, Matt, c'est pour toi. Matt Lambert qui avait coined the term, je ne sais même pas comment on dit ça en français, qui avait, on va dire, énoncé cette traduction et qui m'avait plu. Donc élevé, je pense que c'est un bon terme pour le heavy intensity domain. Et ensuite, on a le severe intensity domain et on a bien sûr le extreme intensity domain, mais ça, on s'en soucie un petit peu moins ici, étant donné qu'on se focalise en général sur les trois. Donc, trois domaines d'intensité qui, à mon avis, demandent à être appelés par leur nom et non pas par des zones. Ça permet de faire la distinction assez aisément entre l'idée de se focaliser sur trois domaines d'intensité ou de ensuite découper ces domaines d'intensité de manière un petit peu plus précise ou de manière un peu plus détaillée, parce que c'est pas nécessairement plus précis, mais c'est plus détaillé, en zone d'entraînement. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est zone 1 et 2 qui se trouvent sous le premier seuil. Donc, une zone 1 qui est en général la récupération active, zone 2 qui va éliciter des adaptations au niveau notamment oxydation des graisses, développement des fibres de type 1, capillarisation, vascularisation, développement de la branche parasympathique, développement du débit cardiaque. C'est discutable, mais il semblerait que ce soit le cas, en tout cas dans une certaine mesure ou pour certaines populations. Donc ça va être en dessous du premier seuil. Ensuite, pour simplifier, on passe directement au deuxième seuil. On parle de puissance critique ou de MLSS pour ceux à qui ça fait plaisir, ou de FTP encore pour les aventuriers. Et donc là, ce qu'on retrouve en général, en tout cas en vélo, en course, on trouve peut-être des valeurs un tout petit peu différentes, mais en gros, en vélo, ce qu'on trouve pour le deuxième seuil, c'est euh, une zone 4 qui s'appelle seuil en général et qui s'étend entre 90 et 105% de la puissance critique ou de la valeur qu'on a déterminée pour notre deuxième seuil. Ensuite, on a une zone 3 qui va bien sûr se trouver entre le premier seuil et les 90% de cette puissance critique. Donc ça, c'est en général la zone qu'on appelle tempo. Ceux qui sont encore plus aventuriers, qui veulent rajouter, qui veulent rajouter une zone de plus. Alors, elle n'est pas comptée comme zone supplémentaire. C'est une zone qui est un peu à cheval entre la zone 3 et la zone 4, que les cyclistes ou que certains cyclistes appellent sweet spot, qui, voilà, qui est justifié ou non. Euh, À mon avis, c'est un peu redondant si on a déjà cette zone d'entraînement de rajouter une zone intermédiaire, euh, parce qu'on pourrait simplement appeler ça soit du tempo, soit du seuil, euh, soit de l'entre-deux, soit du travail zone 3-4. C'est intéressant parce que bien sûr, tous ces terminologies et ces concepts, eh ben, ils varient selon la personne à qui tu parles, mais c'est important et c'est un des buts de la formation, c'est d'essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse comprendre le vocabulaire à tout le monde. Donc j'en étais à la zone 4, seuil 90 à 105% de la puissance critique. La zone tempo ou zone 3 qui se trouve entre le premier seuil et 90% de la puissance critique. Zone 5 qu'on appelle en général VO2 max, qui elle se trouve entre 105% et 120%, mais je trouve ça un petit peu bas, de la VO2 max, la puissance critique, je me perds dans mes propres mots. Et ensuite, si on rajoute, alors, si on parle d'un modèle à 5 zones, eh ben, la zone 5 irait de 105% de la puissance critique jusqu'à la fin du spectre de puissance, parce qu'on parle que de 5 zones dans ce cas-là. Sinon, on rajoute une coupure, une barrière à en général 120%, mais à mon avis, c'est un petit peu bas parce qu'à 130%, à 130% de ta puissance critique, tu atteins encore ta VO2 max sur un effort même assez court. Mais enfin bref, on va prendre 120% parce que c'est ce qui se fait en général.
Et entre 120 et 130%, tu as ensuite une zone 6 qui va être, que certains appellent puissance anaérobie. J'aime pas ce mot. J'aime pas anaérobie parce que c'est pas un processus anaérobique. Le W', qui est donc la quantité de travail fini que tu peux effectuer en dessus de ton seuil de fatigue ou ta puissance critique, n'est pas, n'est pas, n'est pas un facteur anaérobie. Il est influencé par la disponibilité de l'oxygène et donc on ne peut pas appeler ça anaérobie. Même pour simplifier, à mon avis, on se doit d'essayer de trouver une nomenclature qui soit la plus proche de la réalité possible sans être excessivement compliqué ou complexe. Et dans ce cas-là, de simplement dire puissance, eh ben, ça se tient pour la zone 6, à mon avis en tout cas. Si tu n'es pas d'accord, j'attends ton commentaire. Zone 7, où là, on est vraiment plus sur un développement neuromusculaire, on est sur des efforts quasi maximaux. Je pense que là, on pourrait mettre ça dans la catégorie du sprint interval training, donc dans des efforts de 30 secondes ou moins, peut-être même un petit peu plus long, mais en général, ça va être là-dessus. Donc, on est vraiment sur un rendu effort maximal, recrutement des fibres de X, certainement une capillarisation, développement mitochondrial de ces fibres de X, qui est très important, par exemple pour des sprinters, mais un petit peu moins pour d'autres. Mais on en revient là aux spécificités de l'entraînement pour les différentes adaptations qu'on recherche. Et donc voilà, on arrive au bout des 7 zones, donc des 3 domaines, ou des 5 zones, ou des 6 zones, ou des 7 zones. Euh, mais encore une fois, je pense que la plus grosse distinction pour moi qui est importante, c'est de faire la différence entre des domaines d'intensité. Il y en a 3, mais certains, il y en a 4, pardon, mais certains omettent le domaine d'intensité extrême, qui est donc l'intensité au-dessus du domaine d'intensité sévère, où on n'atteint pas une VO2 max parce qu'on atteint un échec au niveau de l'effort avant d'atteindre une VO2 max. Donc, ces efforts qui sont très courts, en général en dessous de 2 minutes. Donc, il y a 3 ou 4 domaines d'intensité, mais il n'y a pas 3 zones. Il y a ensuite, comme on a dit, 5, 6 ou 7 zones, selon comment tu souhaites organiser ta distribution d'intensité. Et c'est important de comprendre toutes ces choses-là si tu veux pouvoir lire différents livres d'entraînement, comprendre différents programmes d'entraînement et comprendre différents coachs qui parlent de différentes choses avec différents modèles en tête. Voilà, j'arrive au bout de la pensée du jour. Donc, si tu es intéressé par cette formation, je te mets le lien, comme d'habitude, dans la description pour t'inscrire à la newsletter. Formation qui devrait devenir disponible d'ici la fin du mois, je l'espère, touche du bois. Je travaille dur en tout cas pour y arriver, qui sera mise à disposition pour la modique somme de, je pense, entre 100 et 120 francs pour à peu près entre 2 et 3 heures de contenu de manière spécifique sur les domaines d'intensité, comprendre les seuils physiologiques, ce qu'ils représentent, comment ils sont mesurés, comment ils peuvent être ensuite utilisés et que veulent dire les différentes zones d'entraînement. Donc c'est vraiment un module qui est très théorique, qui t'aide à comprendre toutes ces choses-là. Si tu es un coach, un préparateur physique ou un athlète qui est très intéressé par tous ces concepts, ça s'adresse à toi. Tu n'apprendras pas comment écrire un programme d'entraînement. Ce n'est pas le but de cette formation. C'est vraiment comprendre la physiologie sous-jacente, ce qui se passe sous le capot, pour ensuite pouvoir mieux appliquer tous ces concepts de manière pratique, soit dans une programmation, une planification, etc. Voilà, je te laisse. Je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Laisse-moi un petit like, un commentaire bien sûr si ça t'a plu, et abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Allez, ciao.